3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Bon, ça y est, je suis revenu de Sardaigne. Fini les vacances, mais pour le souvenir quand même, je me suis ramené un magnifique t-shirt du Dinamo Sassari. Bon, c'est pas le plus important, mais en attendant de commencer quand même, je vais vous parler de quelque chose, un truc qui se passe sur Instagram en ce moment. Pour le début de la saison, j'ai un projet, faire une méga FAQ preview. L'idée sera de tirer au sort une question par team, parmi celles qui me seront posées sur Instagram, et d'y répondre en 24 secondes comme j'aime beaucoup le faire. Pour l'instant, on a déjà fait une dizaine de teams, il y a trop de questions cool et je kiffe. Et je veux que ça continue et que ceux qui me suivent pas encore sur Insta et qui me suivent que sur YouTube participent aussi pour faire exploser le compteur. Alors ceux qui veulent que leurs questions soient dans le chapeau là, pour cette méga FAQ de la rentrée, je vous conseille de me suivre sur Insta et vous verrez mes stories tous les jours. J'afficherai le lien par là. Ouais, j'ai changé mon nom de compte pour ceux qui le savaient pas encore. Vous pourrez retrouver les équipes qui sont déjà passées dans mes stories à la une, mais vous inquiétez pas, il en reste encore beaucoup. Alors je vous attends, je compte sur vous, rendez-vous sur Insta. Et donc revenons à nos moutons. Avant de vous parler du concours avec Slam Deck en fin de vidéo, c'est un coast to coast un peu spécial que je vous propose. Dans une semaine, ce sera le début de la Coupe du Monde FIBA. Et s'il y a une équipe qui pose question, c'est bien les États-Unis. La team de Greg Popovich a subi une avalanche de forfaits et les noms qui composent l'effectif sont bien moins ronflants que ceux qui étaient dans Team USA les autres années. Et comment ça se fait qu'il y ait tant d'absence? C'est une histoire de blessure? Ah, t'es revenu de vacances toi aussi? Ouais, c'était pas mal, mais j'ai pas trop envie de raconter ma vie. Réponds plutôt à ma question. Ok, pardon, et c'est vrai qu'il y a eu quelques blessures, mais c'est vraiment pas la cause principale de ces absences. Tu veux que je te dise honnêtement ce que j'en pense? Déjà, faut savoir qu'il y a pas mal de joueurs qui ont sorti l'excuse de l'énorme saison à préparer avec tous les moves qu'il y a eu pendant la free agency. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça. À mon avis, il y a une certaine crainte de la part de ces joueurs, et ensuite il y a eu un jeu de domino qui s'est mis en place. En fait, comme par hasard, quand les premières stars ont annoncé leur forfait, tous ont commencé à faire pareil petit à petit. Moi je crois qu'en vrai, personne ne veut voir son nom associé à une équipe américaine qui perd lors d'une compétition internationale. Et donc forcément, quand les meilleurs joueurs refusent la sélection, le risque d'échec est plus fort. De cause à effet, beaucoup désertent. Ça paraît plutôt logique finalement. T'es sûr de cette histoire que tu racontes? Absolument pas, c'est seulement une hypothèse que j'aimais, mais elle me paraît relativement probable. Aucun joueur américain ne me semble prêt à vivre les fiascos que Team USA a vécu lors des mondiaux 2002 et 2006. Et donc tu l'as compris, ça peut choquer quand on voit le roster pour cette Coupe du Monde. Dans la première partie de cette vidéo, ce sera le sujet justement. J'ai envie d'analyser les forces et les faiblesses de cet effectif américain. Ensuite, dans une deuxième partie, on parlera des principaux rivaux des Cavs. Je vous le dis tout de suite, ne vous offusquez pas si je parle pas de la France, parce que je leur réserverai une vidéo complètement dédiée la semaine prochaine. Et enfin, dans la troisième et dernière partie, comme d'habitude, je conclurai pour répondre à la question du jour. Est-ce que les joueurs de Team USA peuvent repartir de cette Coupe du Monde en Chine avec autre chose qu'une médaille d'or autour du cou? Alors comme je l'ai dit, pour commencer, on va étudier l'effectif de Greg Popovich. Franchement, ça va peut-être vous surprendre, mais moi j'aime beaucoup malgré ce qu'on peut lire partout. Déjà, en tête de file, il y a Kemba Walker. Pour moi, le gars va être le meneur titulaire, mais également le leader de cette team. Et il arrive au bon moment, parce qu'avec des moyennes de 25-5-5 environ la saison dernière, il sort de sa meilleure campagne en carrière. Et ouais, c'est pas n'importe qui, c'est pas pour rien que les Celtics l'ont fait venir pour remplacer Kyrie. C'est clair, et en parlant de Boston d'ailleurs, faut savoir que dans cette sélection américaine, il y aura aussi Jason Tatum, Jalen Brown et Marcus Smart. Trois de ses futurs coéquipiers dans le Massachusetts qui s'apprêtent à l'accueillir comme il se doit. De ce que j'ai lu, tous ont à cœur de l'intégrer au mieux dès cet été, de passer du temps avec lui sur et en dehors du terrain afin de commencer à créer une alchimie pour les Celtics. Alors pas de doute pour moi, le meneur de jeu va se sentir comme un coq en pâte dans cette Team USA. Ok, j'avoue, il y a pas mal de conditions qui semblent réunies autour de lui. Mais les règles FIBA, ça va pas poser souci? Je voulais justement y venir. Même si ça date de 2008 et que les Américains avaient alors perdu contre l'Argentine lors du championnat des Amériques U18, Kemba Walker à cette époque avait été quand même élu MVP de la compétition juste avant d'arriver à UConn. Alors bien sûr, ça n'a pas la même valeur que disputer une compétition contre des adultes. Il faut se rappeler que lui aussi c'était un enfant à l'époque, et en 11 ans, le gars a clairement progressé. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que du coup, les règles FIBA, il les connaît, et elles ne semblent pas trop pénalisantes pour un créateur comme il l'est. Si je mets clairement les pieds dans le plat, je pense qu'il fait partie des favoris pour remporter le trophée de MVP de cette Coupe du Monde à venir. Et ce joueur, malgré tout ce qu'on peut dire sur l'absence des stars, représente pour moi la première vraie force de cette équipe états-unienne.
Ok, je valide, mais s'il y a que Kemba dans cette équipe, les États-Unis vont pas aller bien loin. Y a qui pour l'entourer? Alors selon moi, en plus de Walker, la première pièce incontournable, c'est Donovan Mitchell. Je le mets tout de suite titulaire au poste 2. Le gars, la saison dernière, a montré qu'il pouvait avoir le niveau All-Star, ou pas loin, et il pourrait se présenter direct comme l'arme offensive numéro 1 de Team USA. Dans le match de la semaine dernière face à l'Espagne, remporté par les Américains, c'est d'ailleurs lui qui a fini meilleur marqueur de sa team avec 13 points en 23 minutes. Donc clairement, va falloir compter sur lui. Ensuite vient Chris Middleton, qui pour moi est un joueur qui excelle quand il s'agit de se fondre dans un collectif. Dans l'ombre de Giannis Antetokounmpo à Milwaukee, il est capable de dépanner partout où il y en a besoin, quitte à faire les tâches ingrates et se mettre en arrière-plan. Ça lui a valu sa première sélection All-Star cette année. Alors bien sûr, en termes de talent pur et de scoring, on pourrait trouver mieux dans cette sélection, mais pour moi, il représente une pièce importantissime dans un dispositif comme celui de Greg Popovich. On reviendra d'ailleurs un peu là-dessus plus tard. Chris Middleton sera titulaire au poste 3. Vient ensuite le poste 4, et pour moi, c'est le plus délicat. Et ouais, parce que si Pop réutilise le même 5 qu'il a utilisé contre l'Espagne, je tourne cette vidéo avant les deux confrontations contre l'Australie, on va pas être d'accord. Si on regarde le roster, le seul vrai ailier fort, c'est Kyle Kuzma. Pop, lui, a choisi de titulariser Harrison Barnes la semaine dernière. Après, j'avoue, notamment dans un contexte FIBA, Jason Tatum et encore plus Harrison Barnes sont tout à fait capables d'occuper ce poste 4. Donc c'est vrai que le choix est difficile, mais Kuz dispose de deux qualités primordiales pour cette Coupe du Monde. Déjà, il est le plus grand des trois, mais c'est aussi le plus capable d'écarter les défenses de zone, vu qu'il mettait plus de 2 paniers primés par match la saison dernière avec les Lakers. Donc j'ai absolument pas la prétention de contester les choix de Greg Popovich, parce qu'il sait beaucoup plus que moi ce qui se passe dans son effectif, mais je prendrai quand même Kuzma au poste 4. Vient enfin le poste de pivot. Si Popovich a décidé de titulariser Mason Plumlee contre l'Espagne, je suis pas sûr que ça reste en l'état. Et ouais, parce qu'après, il y a Miles Turner et Brook Lopez qui présentent deux profils totalement différents et je trouve ça très intéressant. Le premier est tout simplement l'un des meilleurs défenseurs de la Grande Ligue. S'il intègre bien les règles FIBA où les 3 secondes défensives ne sont pas comptabilisées dans la raquette, il pourrait jouer un rôle de tour de contrôle hyper dissuasif dans cette team. Et à l'inverse, derrière lui, on aurait Brook Lopez qui pourrait sortir du banc, se faire plaisir au scoring et balancer quelques bons ballons de distance. Ça me semble plutôt cohérent ce que tu dis. Tu nous récapitules ton 5 de départ idéal du coup? Yep, ça ferait Kemba Walker, Donovan Mitchell, Chris Middleton, Kyle Kuzma et Miles Turner. Perso, je trouve ça très complémentaire. Il y a de la création, du QI basket, du scoring, du shoot, du leadership, de la défense au périmètre et de la défense dans la peinture. Franchement, qu'est-ce qu'on peut vouloir de plus? Surtout que dans une telle organisation, je trouve le banc tout aussi intéressant. Il y aurait Derrick White et Marcus Smart pour apporter leur hargne défensive sur les extérieurs. Il y aurait Jaylen Brown qui donnerait de la jeunesse et de la polyvalence. Il y aurait Joe Harris dans un rôle de sniper qui lui irait comme un gant. Il y aurait Jason Tatum et Harrison Barnes pour jouer de leur qualité athlétique sur les postes 3 et 4. Et enfin, il y aurait Brook Lopez pour apporter du muscle, des points et de l'adresse. Faut dire d'ailleurs que je l'ai trouvé très convaincant face à l'Espagne avec ses 8 points en seulement 9 minutes de jeu. Donc là, ça fait bien 12 joueurs, mais tu cites pas Mason Plumlee, c'est donc lui que tu couperais? Ouais, c'est ce que j'aurais tendance à faire, même si je veux pas minimiser ses qualités, à mon avis, il apporte moins que les joueurs que je viens de citer. Et si on regarde la chose de façon plus globale, j'ai quand même peur qu'en se passant de ses services, Team USA manque de monde dans la raquette, surtout s'il y a des problèmes de faute. Alors j'imagine que Pop va le garder et coupera sûrement un joueur entre Derrick White et Marcus Smart qui peuvent avoir des profils assez similaires. Quoi qu'il arrive, ce sera une décision très difficile. Mais bon, peu importe, parce que pour moi, c'est une vraie perte de temps de parler des absents. Bien sûr que la sélection américaine aurait pu être meilleure, mais dire carrément qu'elle est nulle, comme j'ai pu le lire à certains endroits, je trouve ça légèrement abusé. Et oui, surtout que c'est Greg Popovich qui va coacher tout ça. Mais oui, j'allais y venir. Bon, je vais pas revenir sur toutes les qualités du gars, parce que la liste serait longue comme le bras. Mais pour moi, il est l'un des tout meilleur coach de l'histoire de la NBA, si ce n'est le meilleur. Si vous voulez en savoir plus, j'avais fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Mais si on remet ça dans le contexte, ce qui me plaît particulièrement, c'est que c'est aussi sûrement le coach actuel qui a le playbook le plus facilement adaptable au jeu FIBA. Le gars est un spécialiste pour capitaliser sur chacun de ses éléments. Il sait les intégrer dans ses systèmes et sait mettre en valeur tous ses joueurs dans son plan de jeu où tout le monde touche la balle en attaque et où chacun a un rôle au niveau défensif. Avec cet effectif très complémentaire, cette stratégie semble bien plus intéressante à développer pour moi plutôt que du 1 contre 1 à outrance comme ça a été le cas par le passé chez Team USA. Encore une fois, t'es en train de me convaincre là, mais tu vas pas me faire croire que cette team n'a aucune faiblesse. Ah ça non, j'ai jamais dit ça, l'équipe parfaite n'existe pas. Et vraiment, ce qui peut m'inquiéter un peu, c'est la jeunesse de cette sélection. Kemba Walker, Chris Middleton et Brook Lopez sont les 3 joueurs qui ont le plus d'expérience à haut niveau, et honnêtement, ça pourrait être un peu juste. Si tu regardes la moyenne d'âge de Team USA, qui est seulement de 25 ans et demi, c'est très bas. Les sélections serbes et espagnoles, par exemple, affichent toutes deux une moyenne d'âge supérieure à 28 ans. Et si tu ajoutes cette différence d'âge au manque de vécu collectif comparé à des équipes qui jouent ensemble
ensemble depuis des années, il y a de vraies questions qui peuvent se poser. Greg Popovich est d'ailleurs très conscient du manque de temps passé ensemble par ces joueurs. Ce que nous avons et ce qui est nécessaire représentent deux choses différentes. Avant d'arriver en Chine, nous devons absolument passer par tout le process qui nous permettra d'être une équipe qui joue comme une équipe. Je vois, la sélection américaine peut paraître un peu verte. D'autres choses du côté des faiblesses? Bah écoute, on pourra toujours regretter l'absence des stars de Team USA dont je ne citerai même pas le nom tellement la liste est longue. Et je te l'ai déjà dit, j'ai pas envie de parler des absents. Comme à chaque compétition internationale aussi, on peut toujours s'interroger sur l'adaptation aux règles FIBA de la part de cette équipe. Mais je mettrai clairement pas tout ça au même niveau que la jeunesse et le manque de vécu collectif que je viens d'expliquer. Et si je continue dans cette voie d'ailleurs, tu vois que certains joueurs qui vont être amenés à être des cadres manquent beaucoup d'expérience. Je rappelle que Donovan Mitchell, qui pourrait être l'option numéro 1 en attaque, n'a que 22 ans. Jason Tatum, qui je suis sûr aura un très gros rôle, n'a que 21 ans. Je dis pas que c'est catastrophique, mais dans un match serré face à une équipe soudée, cette jeunesse pourrait s'avérer clairement problématique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, ce serait qui pour toi les trois équipes qui pourraient le plus profiter de cette inexpérience et faire douter, voire battre Team USA? Si je dois en garder que 3, je commence d'abord par présenter toutes mes excuses à l'Australie, dont j'admire le potentiel, mais que je vois un cran en dessous par rapport aux équipes que je vais citer. Bon après, comme je l'ai dit, je tourne cette vidéo avant la double confrontation qui aura lieu face à Team USA. Donc au moment où vous regardez la vidéo, l'Australie, si ça se trouve, aura mis une déculottée à Team USA et je passerai pour un guignol. Mais là pour l'instant j'assume et je ne les mets pas dans mon top 3 des équipes qui pourraient faire douter les Américains. Comme je l'ai dit, je vais pas parler de la France non plus parce que pour moi cette équipe est capable du meilleur comme du pire et si ça vous rend curieux, je parlerai vraiment de ça en détail la semaine prochaine. Et donc pour moi la première équipe qui aura son mot à dire face aux Américains, c'est l'Espagne. Et même s'il y a eu défaite 90-81 en préparation face à Team USA vendredi dernier, je trouve qu'ils ont fait très bonne figure dans cette rencontre. Bon après, soyons honnêtes, l'Espagne c'est toujours très fort mais c'est quand même plus que c'était il y a quelques années. Leur génération dorée sous la houlette de Juan Cannavaro et Pau Gasol appartient désormais au passé. Mais attention, ne les enterrons pas trop vite car certains cadres font encore de la résistance. Marc Gasol et Rudy Fernandez, 34 ans, Sergio Llull, 31 ans et Ricky Rubio, 28 ans feront encore partie des joueurs majeurs de cette sélection. Et rien que de citer ces 4 noms, ça a de la gueule tout de même. Et ouais, surtout qu'il y a les frères Hernan Gomez dans la raquette, non? Ça ajoute de la jeunesse. Ouais, clairement, leur secteur intérieur pourrait être très dangereux et je le vois même supérieur à celui de Team USA. En cas de confrontation, Miles Turner pourrait avoir beaucoup de difficultés à limiter tout ce beau monde. Comme je disais tout à l'heure, le seul vrai poste 4 aux États-Unis, c'est Kyle Kuzma. Du coup, la sélection US pourrait vraiment manquer de physique pour verrouiller la peinture face à ces gars-là. Puis encore un truc qu'on sait bien en France, c'est que ces Espagnols ont du caractère. Pas de doute que pour continuer à avoir du succès et peut-être mettre un terme définitif à cette génération, remporter la Coupe du Monde sera un projet ultra motivant. Surtout après avoir échoué en quart de finale lors de la dernière édition de la Coupe du Monde face aux Bleus chez eux. Il va y avoir un vrai désir de revanche et pour moi la sélection ibérique représente l'outsider numéro 1 de cette World Cup. Et je veux parler maintenant de la Serbie car ouais, si l'Espagne est le contender number 1, la sélection des Balkans ne vient vraiment pas loin derrière. Finaliste malheureux lors de la dernière édition de la Coupe du Monde mais aussi lors des derniers Jeux Olympiques, je suis persuadé que les hommes de Sasha Djordjevic veulent leur revanche eux aussi. Ils veulent taper les Américains et ils semblent y croire. Écoutez d'ailleurs ce que vient de dire Djordjevic, le coach à ce propos. Si nous nous rencontrons avec Team USA, que Dieu leur vienne en aide. La guerre des nerfs a déjà commencé et on voit que le mec a vraiment confiance en ses troupes. Ah oui, je vois ça, et il y a qui dans cette équipe serbe du coup? Eh bien, le leader évident sera Nikola Jokic, le Joker. Le gars sort d'une saison de mammouth en NBA et vient d'être élu dans le meilleur 5 de la saison. C'est dire que même si c'est un pivot atypique, le gars a un niveau exceptionnel. Puis on parlait du secteur intérieur des Espagnols d'ailleurs, qui pourrait déranger les Américains, mais je pense que du côté serbe c'est encore pire. Derrière Jokic, personne d'autre que Boban Marjanovic, Miroslav Radujica et Nemanja Bjelica. J'avoue c'est lourd, même si tu vas encore te faire tailler complètement sur ta façon de prononcer leur nom à eux. J'avoue que je suis complètement nul pour prononcer les noms des joueurs des pays de l'Est, et je vous vois déjà dans les commentaires. Mais quel que soit leur nom, ces mecs-là peuvent faire très mal à Team USA. Surtout que sur les autres postes, c'est pas des peintres qui composent l'effectif. Préparez votre peinture en la mélangeant convenablement. Bon, Milos Teodosic sera probablement absent et ça risque de faire très mal à cette sélection. Mais derrière, quand même, il y a une belle brochette de soldats avec certains noms que vous connaissez forcément. Rien que le fait de posséder des extérieurs comme Bogdan Bogdanovic des Kings ou Marko Guduric, qui vient de signer un contrat avec les Grizzlies, c'est énorme. Ils sauront écarter le jeu et ça laissera encore plus de place aux intérieurs dont j'ai cité le nom tout à l'heure pour s'éclater. Alors attention aux Serbes, mais maintenant je veux parler des Grecs.
Je disais en début de vidéo que pour moi, Kemba Walker s'affichait comme l'un des favoris pour remporter le trophée de MVP de la compétition. Sauf que parmi les candidats, il y en a un autre qui se pose là. Il s'agit bien sûr du MVP de la saison NBA, Giannis Antetokounmpo. À lui tout seul, il pourrait déjà faire de la Grèce un candidat sérieux, mais entouré comme il l'est, il en fait un vrai outsider pour la médaille d'or. Ouais, vu le niveau du gars, ça paraît clair. Parle-nous de cet effectif un peu. Déjà, évoquons les noms des indéboulonnables Nick Calates et Ioannis Bouroussis. Les deux ont une expérience folle du basket FIBA et des joutes des compétitions internationales. Ouais, j'aime bien utiliser le mot joute. Calates peut prendre feu sur les postes arrière, tandis que Bouroussis est sûrement l'un des pivots qui a les meilleures mains du basket du vieux continent. Ajoute à ça Kostas Papanikolaou, Georgios Printezis qui est l'un des joueurs que je préfère en Euroleague et a un effectif bien chargé. Et même sans parler de ça, on sait à quel point les Grecs se sont fait une spécialité de jouer le rôle de poil à gratter dans les compétitions FIBA. On connaît aussi très bien leur capacité à faire déjouer leurs adversaires quels qu'ils soient. Et ajoute-leur le joueur qui a fait la meilleure saison dans ce qui est probablement la meilleure ligue du monde l'an dernier et ils obtiennent un tout nouveau statut. Et dis-toi en plus que cette Coupe du Monde va avoir une saveur toute particulière pour Giannis parce qu'il y va avec son grand frère Thanasis, le gars qui l'a influencé pendant toute sa jeunesse et qui l'a poussé à se mettre au basket. Ouais, t'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce propos sur l'histoire de Giannis et son enfance complètement folle. Tu penseras à mettre un lien. C'est vrai, je mettrai ça là-haut. En tout cas, tout ça pour dire que je suis persuadé que la Grèce va être surmotivée pour cette compète et ne va pas aller en Chine pour faire des colliers de nouilles. S'il vous en manque, n'hésitez surtout pas à en reprendre dans le paquet. Bon, rien qu'avec ces trois équipes-là, ça va être chaud déjà pour les Américains, non? Ah bah ça c'est sûr, c'est pas gagné d'avance, il va y avoir du level en face. Déjà, comme je le disais, va falloir pouvoir faire face au secteur intérieur de l'Espagne et de la Serbie. Et comme je le disais aussi, même si ça peut paraître un peu léger de ce côté-là chez les US, surtout en raison du manque de profondeur, je kiffe vraiment la complémentarité qu'affichent Miles Turner et Brook Lopez. L'un en star de la défense, l'un en star de l'attaque. Ça peut faire mal si c'est bien utilisé, et franchement je doute pas sur ce point-là. Après, pour la première fois depuis bien longtemps, la plus grosse star de la compétition n'appartiendra pas à Team USA. Voilà pourquoi les Grecs peuvent faire peur. Mais je le rappelle, n'oubliez pas Kemba. Le mec peut organiser le jeu, scorer, mais surtout faire preuve d'un leadership bien souvent sous-estimé. Je lui jette en aucun cas la pierre pour les résultats décevants des Hornets ces dernières saisons. Et je suis persuadé que son sang-froid et son côté clutch seront très précieux pour cette équipe américaine. Enfin, c'est évident, les Espagnols, les Serbes et les Grecs présentent un réel avantage sur l'expérience du jeu FIBA. C'est indéniable et si les Américains commencent à douter, ça pourrait s'avérer vraiment problématique. Surtout que l'écart individuel en termes de talent pur s'avère bien moins important que les autres années entre Team USA et les autres. Et ouais, c'est beaucoup ça qui faisait la diff par le passé, et c'est vrai que ce sera moins flagrant cette année. Tu penses qu'ils vont perdre alors? Et non, parce que Pop, oui Pop. Parti comme c'est, le mec va réussir à s'intéresser aux histoires personnelles de chacun de ses joueurs, les motiver et leur mettre le couteau entre les dents. J'ai assez parlé de ses qualités tactiques et stratégiques, mais Popovic c'est aussi un énorme leader en tant qu'être humain. Je suis sûr qu'il va faire comprendre à ses joueurs qu'ils peuvent marquer l'histoire et peuvent faire regretter à beaucoup d'avoir déserté la sélection. Il va leur faire comprendre que ce n'est pas un hasard s'ils ont été choisis, ils sont là pour construire une team, un collectif qui peut gagner une Coupe du Monde. Après le match face à l'Espagne, les Américains sont direct partis en Australie et apparemment les 17 heures d'avion ont été hyper fédératrices. Coach Pop compte vraiment sur ces moments-là pour souder l'équipe et sa personnalité représente pour moi un élément décisif. Donc si je dois répondre à ma question du jour, je dirais que non, ce n'est pas cette année que Team USA perdra au mondial. Voilà pour ce qui est de Team USA, voilà pour ce qui est de ce Coast to Coast spécial Coupe du Monde. Et comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Et comme promis, c'est un concours avec Slam Deck que je vous propose maintenant. Je vous l'avais déjà dit, depuis que je suis gamin, je suis un fan de cartes NBA. Je les collectionne, j'en ai des milliers et des milliers et j'en achète toujours aujourd'hui. Tous les ans, j'essaie de pas en avoir trop honte, mais je dépense au moins ma centaine d'euros, si ce n'est plus, pour me procurer des cartes actuelles. Ah ça, c'est comme les maillots, t'en auras jamais assez. Clairement, en tout cas, je vais plutôt parler de Slam Deck, qui a sorti sa première série sur le basket français. Leur principe est vraiment cool, ils proposent 3 decks que vous pourrez retrouver sur leur site ou sur leur réseau. Le premier est consacré à la Jeep Elite, et je l'avais déjà fait gagner dans une vidéo précédente, et les deux autres concernent l'équipe de France, et c'est bien de cela que je vais parler aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir aussi, et j'aime bien ça, c'est que si on achète les 3 decks, on est persuadé d'avoir toute la collection sans avoir de double. Ceux qui collectionnent les cartes et qui achètent les paquets comprendront l'intérêt. Enfin, cerise sur le gâteau, ils ont même créé un jeu à partir des cartes et créé une appli en réalité augmentée pour approfondir encore l'expérience. Et B, t'as l'air de kiffer, montre-nous à quoi elles ressemblent ces cartes. Yep, voilà les 2 decks sur l'équipe de France, et comme vous pouvez le voir, le packaging est vraiment cool. Il y a 54 cartes par paquet et ça a l'air vraiment quali. Du coup, je vais ouvrir tout ça en off et vous faire un petit florilège des cartes que j'ai trouvées les plus intéressantes dans ces 2 decks. A few moments later. Bon, c'était vraiment cool, j'adore ouvrir les cartes. Du coup, il y a des choses assez différentes. D'abord, j'ai trouvé des joueuses de l'équipe féminine de basket. Marine Johannes, Enzi Miyem ou encore Braya Hartley pour ne citer que ces 3-là. Il y a aussi pas mal de légendes et je vous ai laissé Frédéric Forté, Jacques Monclar ou Yannick Souvray chez les filles. Et enfin, ce qui est cool à cette époque-là de l'année, c'est que vous pourrez trouver tous les joueurs français qui participent
participeront à la Coupe du Monde. Andrew Albici, Nicolas Batum, Nando De Colo, Evan Fournier, Rudy Gobert, Louis Laberry, Paul Lacombe, Mathias Le Sort, mon petit préféré Théo Malédon, Franck Nelikina, Elio Kobo, Vincent Poirier et la toupie Axel Toupane. Ça vous plaît? Moi oui, franchement je trouve ça parfait cette idée. Et c'est là que ça va devenir intéressant pour vous car Slamdeck va faire gagner l'un de ses decks aux 2 abonnés tirés au sort qui répondront bien à la question suivante. Qui était le meilleur scoreur français lors de la Coupe du Monde 2014? Vous avez la réponse? Mettez-la en commentaire. Pendant ce temps, moi je prépare le tirage au sort d'ici la prochaine vidéo. Pour ne pas la manquer, comme le dit Théo Malédon, abonnez-vous à la chaîne 6ème homme. et activez la cloche pour recevoir les notifications. Pour le reste de l'actu, c'est sur Basket Info où vous pourrez notamment trouver le podcast de l'écho des parquets en 2 volumes qui s'intéresse en profondeur au cas Ben Simmons. En parlant de lui d'ailleurs, je veux vraiment remercier Dylan et Marilou pour cette pop de Ben Sissi qui s'intègre parfaitement à mon décor. Pour venir discuter avec la commu, c'est sur Discord que ça se passe, et là j'en profite pour faire un gros big up aux modos qui ont fait un taf incroyable cet été pendant que j'étais en vacances et qui font juste un taf parfait tout le temps. Puis pour finir, vous connaissez les bails, ce qui me ferait plaisir, ce serait que vous me mettiez un énorme pouce bleu si comme moi vous êtes vraiment hypé pour cette Coupe du Monde. A très vite.